Bonjour et bienvenue dans la FAQ sur l'anxiété. Vous me l'avez beaucoup demandé et ni une ni deux, je me suis dit c'est parti, on va la filmer aujourd'hui. Alors quoi de mieux que d'être en pyjama pour ce jour, un jour spécial, un jour où on va parler d'anxiété, cette chose qui m'habite au quotidien. Bon, nous allons commencer donc par 3 temps avec vos questions et mes réponses. Le premier temps sera évidemment mon histoire avec l'anxiété parce que vous m'avez posé beaucoup de questions personnelles à ce sujet. En deuxième temps, nous aurons évidemment le temps de vos questions et mes conseils face à vos situations. Et dans un dernier temps, mes conseils et mes tips pour lutter contre son anxiété ou pour tout simplement l'accepter. Nous verrons ça à la fin. Alors c'est parti, sans chichi, mon histoire avec l'anxiété. Vous avez été très nombreux à poser énormément de questions, je le conçois, c'est vrai que j'en parle tous les jours sur mes vlogs. Depuis quand tu as de l'anxiété? Depuis toujours ou c'est récent? Alors écoutez, depuis toujours. Sachez que je suis née avec de l'anxiété. Je suis une personne anxieuse de base, avec des moments plus ou moins intenses en termes d'anxiété. Et ça va dépendre de mes émotions et ça va dépendre de ce qui m'arrive dans la vie. Je vis avec depuis, je dirais que je suis anxieuse depuis l'âge de 4 ans, depuis ma première hospitalisation à l'hôpital, où j'ai été hospitalisée pour une maladie grave, une maladie d'enfant. Je ne veux pas m'étaler sur le sujet parce que franchement j'y connais toujours rien à ce que j'ai eu, et seulement c'était une maladie mortelle. Et j'ai été anxieuse à partir de ces premiers moments à l'hôpital, et ensuite cette anxiété ne m'a jamais lâchée. Une question très générale finalement, comment fais-tu pour vivre avec ton anxiété? Écoute, avec le temps, je pense que tu t'en doutes, je l'ai accepté. Tout le monde sait autour de moi que je suis une personne anxieuse, c'est comme ça, que ce soit ma famille, mes amis, ils le savent tous et toutes, et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, on vit avec, on l'accepte, et il y a des moments de haut, il y a des moments où je ne suis absolument pas anxieuse, et il y a des moments de bas. Voilà, par exemple, pendant les vacances, tout va très bien. Quand je suis chez mes parents, tout va très bien. Évidemment, parce que quoi? Parce que ils ont le contrôle. C'est eux. Ils peuvent m'emmener chez le médecin si j'ai un problème. Ils ont une voiture. Je ne suis pas seule livrée à moi-même dans mon appartement parisien sans famille à côté de moi. Vous voyez ce que je veux dire. On vit avec et malheureusement on est obligé de se trouver avec le temps des tips et de comprendre son corps, de comprendre ce qu'il veut nous dire. De toute façon, toutes les maladies que j'ai eues, à part celles quand j'avais 4 ans, ce sont des maladies que mon corps m'a provoquées et que l'anxiété m'a provoquée. C'est tout simplement des moments où mon corps va me dire Caroline, arrête. Voilà, c'est mon corps qui parle à ma place. C'est seulement ça et je l'ai accepté. Et dans toutes mes situations, ça a toujours été mon corps qui parlait à ma place. Et sachez que le corps et les mots du corps ont énormément de symbolique. Après ça, ce sont des croyances. On y croit, on n'y croit pas. Mais depuis que j'y crois, je connais mieux mon corps et j'ai mes petits remèdes personnels. On y reviendra. Est-ce que le fait d'avoir Michael t'apaise et est-ce qu'il ressent ton anxiété? Évidemment, Michael m'a apaisée. Michael est arrivé dans un moment de ma vie très changeant parce que Michael est arrivé quand j'ai commencé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, l'exposition, les mauvais commentaires, l'exposition publique, etc. C'est quelque chose de bouleversant dans une vie. On s'en rend pas compte tout de suite, on s'en rend compte plus tard, évidemment. Moi personnellement, je m'en suis rendu compte bien après avoir percé, si je puis dire ça comme ça, et je pense que mon chemin là-dedans n'est pas terminé. Quant à Michael, il m'a apaisée dans ces moments-là. Je ne l'ai pas pris pour m'apaiser, mais j'ai découvert qu'il m'apaisait. Voilà, ces petits ronrons m'apaisent. C'est simple. Je le regarde et je me dis, c'est simple en fait d'être un chat. Et parfois je l'imite. Voilà, je fais comme lui, je me détends. Je me dis, voilà, lui il est pas stressé, je vois pas pourquoi moi je le serais. Et généralement, les petits câlins avec Michael m'apaisent énormément, même si je lui fais des câlins juste parce que je l'aime, eh bien j'ai découvert qu'il m'apaisait aussi énormément. C'était bien évidemment Michael, quand je fais une crise d'angoisse, soit il vient sur mon ventre, il se pose des questions, il me renifle, il me lèche tout le visage, soit il me fait patoun patoun sur mon ventre parce qu'il ressent que c'est là où j'ai mal généralement pendant mes crises, ou alors quand je pleure trop fort il a peur et il s'en va et il revient quand je vais mieux. Donc ça dépend un petit peu des moments.
mais généralement oui, il le ressent et il vient me voir et il est un peu paniqué dans ses yeux. Il se demande qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi elle pleure, qu'est-ce qu'elle ressent, enfin... Les animaux sentent beaucoup de choses, beaucoup plus que nous, donc forcément, il est très présent dans ces moments de crise, oui. Est-ce que ta psy t'a aidé? Comment as-tu fait pour passer le cap de prendre rendez-vous chez elle? Et quelle est ta thérapie? Alors, évidemment, ma psy m'a surtout aidé à accepter ce qui m'est arrivé dans ma vie, plus jeune, donc ça remonte à très loin dans ma vie de jeune femme, voilà. Je ne parlerai pas des traumatismes que j'ai subis. Vous les avez devinés, j'ai été agressée plusieurs fois, que ce soit des agressions physiques et des agressions verbales, mais c'était surtout les agressions qui m'ont marquée ont été notamment évidemment les agressions sexuelles. Une plus forte que les autres parce que j'en ai eu malheureusement plusieurs et il y a eu une atteinte vraiment un jour un homme est sorti du métro et a décidé de me mettre le couteau sous la gorge, voilà, tout simplement, et heureusement des personnes étaient là et un homme s'est tout de suite mis devant moi et il a tout de suite maîtrisé la situation. J'en parle, je rigole, c'est nerveux. Voilà, donc cette psy m'a aidée surtout à accepter ce qui m'était arrivé dans ma vie de jeune femme qui prend les transports en commun, etc. Et dans ma vie de jeune femme qui a des relations sexuelles, des relations amoureuses. Donc elle m'a aidée à accepter, parce qu'avant j'étais dans le déni. Je refusais totalement de parler de mes agressions et je ne l'assumais même pas. C'est-à-dire que même mes amis n'étaient absolument pas au courant. Voilà, croyez-moi, mes parents n'étaient pas au courant non plus, et maintenant, ils sont au courant. Parce que oui, elle m'aide, surtout à accepter. Voilà, parce qu'en fait, la première chose à faire dans une thérapie, c'est d'accepter ce qui nous est arrivé. Donc là, on est à la fin de l'acceptation. Comment j'ai passé le cap de prendre rendez-vous chez ma psy? Eh bien écoutez, un jour, c'est très simple, on était au mois d'avril, début avril, et je devais partir voir un ami pour faire les boutiques avec lui à Paris. Et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse absolument incontrôlable avant de partir. J'allais mettre mes chaussures, j'allais partir le rejoindre. Et je n'arrivais pas à me relever, je n'étais absolument plus moi-même, je n'étais plus la Caroline que je suis. Et j'ai décidé de me rendre tout de suite à l'hôpital psychiatrique le plus proche de chez moi. Sachez que vous pouvez le faire à toute heure, à tout moment. Et j'ai été accueillie eh bien, d'une manière très belle par une infirmière qui m'a tout de suite fait passer un petit entretien avec un psychiatre, et j'ai parlé pendant 3 heures avec ce psychiatre qui m'a dirigée et qui m'a dit voilà, vous avez eu ça, 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 vous allez aller voir ça, 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 et vous allez faire cette thérapie là. Voilà. Donc moi c'est une thérapie du comportement et une thérapie du coup liée au traumatisme, et nous passons par le système de EMDR qui est pour dissocier les traumatismes qu'on a dans sa tête. Voilà. Et ça nous aide en fait tout simplement à, dans l'inconscient, parce qu'on s'en rend pas compte, à enlever nos fausses croyances par rapport à nos traumatismes. J'espère que j'ai été claire. Si jamais il y a des professionnels de l'EMDR dans les commentaires, n'hésitez pas à apporter des précisions, mais en tout cas c'est ce que moi je comprends et c'est ce que je fais au quotidien avec ma psy. Comment tu fais pour gérer tes crises d'angoisse? En as-tu depuis toujours? Mes crises d'angoisse ont commencé en 6e quand j'ai commencé à subir l'harcèlement que j'ai subi au collège. Ça a commencé comme ça parce que je ne voulais juste plus aller à l'école et forcément mon corps me disait Caroline, tu n'as pas envie d'aller à l'école, donc tu vas faire une crise d'angoisse, comme ça tu n'iras pas à l'école. Voilà, c'était aussi simple que ça, et sachez que je n'ai aucun moyen de les prévenir. Je lutte, mais je n'ai pour l'instant pas de tips à vous conseiller, bien malheureusement. Quels sont tes symptômes quand tu sais que tu vas avoir une crise d'angoisse? Alors moi personnellement, mes symptômes, ça va être des tremblements, une incohérence, vraiment dans ma tête, une incohérence. Je ne suis plus moi-même, je ne sais plus réfléchir, je ne sais plus agir correctement, je pleure, j'hyperventile, et souvent je me mets par terre. Voilà, clairement, mais ça va très vite. Et ça peut commencer, je vous dirais, avec faire pipi toutes les 3 secondes. Voilà, faire pipi toutes les 3 secondes, commencer à avoir peur d'avoir une infection urinaire alors que je n'en ai pas, et vraiment ouais, aller aux toilettes tout le temps, c'est vraiment les grosses prémices d'une crise d'angoisse pour moi. Après, chacun ses symptômes.
Comment tu te sens pour de vrai? Je suis heureuse, sachez-le, croyez-moi. Tout le monde le sait autour de moi, même ma psy, clairement, et mes parents surtout. J'ai des moments d'apaisement, ne vous inquiétez pas, et j'ai toujours un plaisir par jour, c'est hyper important. Mon plaisir d'aujourd'hui, c'est d'aller prendre un verre avec Gabriel ce soir, vous voyez, donc voilà. Et je trouve aussi également beaucoup de plaisir dans mon travail. Être avec vous tous les jours, c'est un véritable bonheur. Donc j'ai des plaisirs tous les jours, ne vous en faites pas. J'ai juste seulement des moments où eh bien, je suis anxieuse et moi, mon anxiété passe par le ventre. Je suis en train de le comprendre, je suis en train de... Comme il n'y a rien au test de la maladie, ma psy est persuadée que mon ventre me dit tout. Et en fait, je suis en train d'évacuer toutes mes émotions négatives, toutes mes pensées négatives avec le travail qu'on est en train de faire ensemble. Donc c'est certain, je suis persuadée que mon ventre me dit tout. Et voilà. As-tu peur de la foule? Oui, j'ai une grande peur de la foule, mais sachez que je suis en train de vaincre ça parce que cet été je suis allée en boîte de nuit et ça s'est très bien passé. Voilà, en fait j'essaye d'imiter mes copines dans leur comportement et de faire comme elles et de voir que tout se passera bien. Je me mets en position d'insécurité pour me tester. Voilà, c'est une technique de ma psy pour me tester et pour voir que finalement tout va bien. Et le lendemain je fais un bilan et je me dis bah il s'est rien passé de mal. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux y retourner. Donc voilà, se mettre en position d'insécurité en général, sachez que ça fonctionne parce que dans la grande majorité des cas, il ne vous arrive rien. Évidemment, là on parle d'aller en boîte de nuit, voilà, c'est pas non plus la chose la plus dingue, mais pour quelqu'un qui a peur de la foule, c'est quelque chose de dingue, sachez-le. Et j'ai également fait le concert d'Harry Styles, donc je suis super contente et ça s'est très bien passé. Mais je me suis protégée, j'ai été dans les gradins et je n'ai pas été dans la fosse. Après, j'ai toujours préféré les gradins personnellement dans les concerts. Quelle est ton expérience avec les anxiolytiques? As-tu songé à prendre même des antidépresseurs? Alors écoutez, j'ai déjà pris des antidépresseurs quand j'étais en terminale. Pourquoi? Parce que j'avais une maladie en terminale, une maladie assez étrange, mais d'ailleurs je m'en suis sortie, comme quoi on peut se sortir de tout, et sachez qu'à cette époque-là je pensais ne jamais m'en sortir de ce souci-là, de cette maladie-là. J'avais des otites chroniques et on a enfin trouvé la cause à la fin de ma terminale, et après j'ai pu avoir une vie beaucoup plus simple. J'avais des otites tout le temps aux deux oreilles et je me suis fait opérer des oreilles 2 fois et ça y est, tout va mieux. Et donc j'ai pris des antidépresseurs pendant cette quête, cette recherche de ma maladie, parce que ça me rendait beaucoup plus mal que là ce que j'ai aujourd'hui, ce qui faisait que je ne pouvais pas aller au lycée, que je ne pouvais pas suivre les cours, que je ne comprenais rien aux cours, et ça me stressait énormément parce qu'à la fin de l'année c'était le baccalauréat. Et je suis très fière de vous annoncer que j'ai eu mon bac malgré tout, sans rattrapage. Certes sans mention, mais j'ai quand même eu 10 en maths au bac et c'était une grande prouesse de ma part, comme quoi on peut tous y arriver. Sachez que je n'étais pas la plus brillante au lycée et voilà. Donc j'ai pris des antidépresseurs pendant cette période-là, j'en ai pris pendant 1 an et après j'ai pu les arrêter vu qu'on avait trouvé la source de ma maladie et que je me suis fait opérer et que ça allait mieux. Forcément, le moral était revenu. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui je songe à en prendre? Non, parce que l'anxiolytique me suffit largement à passer mes crises. Mon médecin m'a proposé de prendre des antidépresseurs, mais on a d'abord commencé avec les anxiolytiques et ça a fonctionné. Donc on s'arrête là pour le moment, mais je m'autoriserai évidemment à en prendre si un jour ça se dégrade. L'anxiolytique, c'est une expérience douce. M'écouter, si là je n'y arrive pas, j'en prends un et j'accepte d'en prendre, j'accepte ma situation, je n'ai pas honte d'en parler, je le dis à mes proches et tout le monde est au courant de ça autour de moi et il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Penses-tu que ton anxiété s'est accrue avec les réseaux sociaux, donc du coup l'émergence de mes comptes qui ont percé sur les réseaux sociaux? Oui, bien évidemment, parce que ça vous pose d'autres problématiques d'être exposé, voilà, effectivement vous avez des moments de stress avec les mauvais commentaires, c'est inconscient, même si on dit non ça m'atteint pas, etc. C'est faux. Sachez-le, c'est faux, c'est archi faux, ça m'atteint, ça nous fait chier, c'est le cas de le dire. Moi personnellement, ma petite astuce, c'est quand j'ai un mauvais commentaire, eh bien je le supprime. Voilà, je ne le laisse pas, je le supprime, j'en ai rien à faire, je n'assume pas et je m'en fiche, je ne veux pas de négativité sur mes comptes. Et je ne pense pas mériter de la négativité, je ne pense pas que mon contenu soit si désagréable à regarder. Au pire, si tu n'aimes pas, tu swipes et tu es quelqu'un de civilisé. Voilà.
que c'est très perturbant d'être exposé sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est encore nouveau pour moi, ça fait moins d'1 an, je vous rappelle, ça fait 9 mois. 9 mois, c'est pas grand chose pour s'adapter, je ne me suis pas du tout encore adaptée. Je dis haut et fort que tout va bien et que ça ne m'atteint pas, c'est faux. Ce n'est pas le même stress quand c'est votre image qui est en jeu, quand c'est votre tête qui est critiquée, quand ce sont vos pensées qui sont déformées par des personnes que vous ne connaissez même pas. Voilà. Et là encore une fois, vous allez me dire, c'est le jeu des réseaux sociaux. Non, personne n'est habitué à recevoir une haine. Aucune école ne vous apprend à recevoir autant de haine d'un coup pour une vidéo où vous exposez vos pensées qui sont franchement... voilà, écoutez, je parle de ma diarrhée, je parle de mes infections urinaires et de mes mycoses vaginales, je ne vois pas en quoi ça dérange. Voilà, c'est mon avis. Vous voyez, ça m'énerve. Comment tu t'es rendu compte que tu étais atteinte de potomanie et comment tu fais pour gérer ce trouble? Eh bien écoute, la potomanie, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, ce sont mes proches. Notamment mes parents, surtout ma mère qui a remarqué que je buvais beaucoup trop rapidement d'un coup. Ça s'est fait au fur et à mesure des années avec eh bien évidemment les infections urinaires et même si je n'en ai plus aujourd'hui parce que ça fait je touche du bois, du fer et du verre mais j'ai plus d'infection urinaire depuis 1 an maintenant grâce à mes petits tips je pense que j'ai trouvé aussi mes compléments alimentaires qui me vont etc hein, dont je vous en parle très souvent, le cranberry, le démanose forcément qui marche très bien, le vinaigre de cidre, voilà plein de petits tips au quotidien, s'hydrater etc. Forcément, ce trouble s'est installé avec énormément de temps, vous en doutez, avec voilà, l'émergence des infections urinaires dans mon corps, cette incompréhension, cette difficulté à ne pas pouvoir aller de l'avant avec ces infections urinaires, à ne pas pouvoir avoir de relations normales avec les hommes, devoir dire non alors que j'avais envie parce que je voulais juste éviter une infection urinaire le lendemain. Et sachez que c'est toujours ma vie actuellement parce que même si je n'ai plus d'infection urinaire, j'ai toujours peur d'en avoir. Je suis en train de vaincre ce trouble et j'en suis très fière de pouvoir boire devant vous des quantités normales et de reposer calmement ma bouteille d'eau. Sachez que le travail n'est pas terminé, on est toujours en cours, on est toujours en phase d'attaque et c'est un travail d'une vie parce qu'une addiction peut revenir à tout moment. Quelle que soit l'addiction, elle peut revenir... pendant que vous avez des traumatismes, si vous vivez des périodes de stress, eh bien vos petites manies, vos tocs, etc. vont revenir et vos troubles également. Comment je fais? Eh bien je me fixe des objectifs tout simplement journaliers. Aujourd'hui je vais boire tant et je ne vais pas le dépasser, c'est tout. Sauf s'il fait chaud, je vous avoue que s'il fait chaud je compte pas parce que j'ai très peur d'être déshydratée. Voilà. As-tu des cauchemars liés à ton anxiété? Oui, je fais des cauchemars assez spéciaux. Pendant, je sais pas si vous allez comprendre ça, mais je fais des terreurs nocturnes, donc c'est-à-dire que, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est-à-dire que quand je suis en phase d'endormissement, vraiment, vous savez, cette phase où vous êtes en train de vous endormir, eh bien je peux me réveiller en ayant vu quelque chose qui me faisait peur, par exemple une ombre dans ma chambre alors que j'ai les yeux fermés, quelqu'un qui est présent dans mon appartement alors qu'il n'y a personne, quelqu'un qui s'assoit sur mon lit et qui me regarde, ça peut être des sortes de monstres entre guillemets, des sortes d'esprits, ça peut être toutes les choses qui me font peur, donc à savoir moi ce qui me fait peur, chacun ses peurs, ok. Moi ce qui me fait peur c'est les cimetières, j'ai la phobie des cimetières, c'est-à-dire que je vais éviter de passer devant un cimetière. Et l'année dernière, malheureusement, j'ai eu un enterrement et je pensais vaincre cette peur. Et en arrivant devant le cimetière, eh bien, j'ai vomi. Voilà, j'ai vomi mes tripes. Et en fait, moi, j'ai peur. J'ai pas peur de l'endroit du cimetière, mais j'ai peur de ce qu'il y a en dessous de la terre. J'ai très peur de tout ce qui va être cadavre en décomposition. Je n'aime pas savoir qu'il y a ça sous mes pieds. C'est pas la mort qui me fait peur, c'est vraiment la décomposition de la chair. C'est épouvantable, je peux pas vous expliquer à quel point j'ai peur de ça. Effectivement, également, j'ai déjà vu, malheureusement, hein, des cadavres. J'ai déjà été confrontée à des cadavres dans ma vie. Parce que je suis tout simplement passée en voiture à côté d'une découverte. À côté de l'autoroute, une jeune femme avait été retrouvée du coup, dans un état de décomposition dans la terre. Ils avaient fait des fouilles, une dame avait disparu en gros. Et cette personne, littéralement, était en train d'être déterrée de cet endroit et je suis passée devant en voiture et il y avait un embouteillage.
à ce moment-là forcément, et j'ai assisté à cette scène qui était franchement épouvantable, et ça a vraiment amplifié mon stress à ce niveau-là, de voir un cadavre pour de vrai qui était en totale décomposition. C'était vraiment... sachez que c'est vraiment une expérience épouvantable à vivre. Mes cauchemars sont en général des cadavres qui peuvent me tomber dessus comme ça dans la nuit, et en phase d'endormissement, voilà, je vais rêver de mes grands-mères qui sont en décomposition également. Je n'arrive pas à avoir leur visage en tête, je n'ai que des visages faussés, et c'est ce qui va me réveiller pendant mes moments d'endormissement. Ça va être ce genre de cauchemar-là, des terreurs nocturnes, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, je m'y connais pas très bien là-dedans, mais voilà. Nous passons à la deuxième partie de cette FAQ qui concerne vos histoires et vos problématiques, et je vais répondre à vos questions. Attention, disclaimer, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, je ne suis pas professionnelle de santé, je suis juste une personne anxieuse qui donne des conseils parce que je suis anxieuse, donc voilà. Alors, première question, quand je suis anxieuse, je n'arrête pas de faire pipi, est-ce que toi aussi? Est-ce que c'est lié à l'anxiété, même si je n'ai pas d'infection urinaire? Oui, bien évidemment, ne t'inquiète pas. Sache que des scientifiques ont réussi à prouver que, effectivement, quand on était stressé, on avait tendance à plus aller aux toilettes, donc à faire pipi, ou d'ailleurs caca. Moi personnellement c'est le caca, et ça peut être également le pipi, ça dépend des moments, et donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas anormal, sache que beaucoup de personnes sont comme ça, et tu seras ravie d'apprendre que même des proches à moi qui sont des hommes ont la même chose que toi. Donc surtout ne t'inquiète pas, ne panique pas, et le meilleur conseil que j'ai à te donner c'est tu t'écoutes et tu vas faire pipi. Ok, voilà, tu vas faire pipi, et quand tu es en train de faire pipi, répète-toi des phrases qui te font du bien. Moi personnellement, c'est la phrase de ma maman qui me disait toujours « Tout va bien, je vais bien ». Comment faire pour être à l'aise dans les transports en commun? J'angoisse de les prendre à chaque fois. Écoute, moi aussi j'angoisse hein, forcément, mais avec le temps, je me suis juste dit que tout le monde prenait les transports en commun, on n'était pas les seuls, hein, voilà. Moi personnellement, je fais partie de la team qui déteste les taxis, les chauffeurs, etc. Je préfère les transports en commun maintenant, et bah, je te conseille d'écouter de la musique ou un podcast pendant tes transports en commun, et sache que, en fait, répète-toi toujours que tu es quelqu'un de normal qui prend les transports en commun, ça aide beaucoup. Moi je me dis juste, bah voilà, t'es normal, tu prends les transports, tu vas prendre ton métro, tu vas prendre ton bus, bah, comme tout le monde, et en fait on est tous dans le même bateau, et je pense que se dire qu'on n'est pas seul, ça aide, voilà. J'ai peur de ne jamais sortir de ma dépression depuis que mon ex m'a quittée. Écoute, je comprends totalement. Quand mon ex m'a quittée, j'ai cru me jeter par la fenêtre. Donc ne t'inquiète pas, sache qu'on s'en sort tous. Et là, tu me dis que ça fait 1 an presque. Sache qu'on n'oublie pas quelqu'un en si peu de temps qu'on peut le penser. Généralement, on dit qu'on oublie quelqu'un avec le même temps que la relation a duré. Je sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, moi, pour mon ex, ça a été le cas. Sache que je m'en suis remise... je te dirais en 1 an et demi, donc c'est très long. Ne t'inquiète pas, tu vas ressortir, mais laisse-toi le temps. Sache qu'on est tous différents face à ça. Et un grand courage pour ta dépression. Vraiment, je sais qu'une rupture n'aide pas dans une dépression, etc. Mais sache que tu n'es pas la seule, et que vraiment, on a tous vécu des ruptures très difficiles. Et c'est vraiment quelque chose qui est... une normalité en fait. Dis-toi juste que tu n'es pas la seule, et que vivre des ruptures c'est normal, et que forcément tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. C'est moi qui te dis ça alors que je suis persuadée que je n'ai rencontré personne, mais j'ai toujours espoir pour les autres par rapport à moi. Moi je n'ai pas beaucoup d'espoir pour mon cas, mais j'ai toujours espoir pour les autres, donc surtout n'hésite pas à te faire confiance, à t'écouter, et ça prendra le temps que ça prendra. Oh, Michael fait une apparition juste pour toi. Michael il te dit que ça va aller, que tu vas y arriver hein. Et que tu dois te laisser le temps. C'est très très important de te laisser le temps. Comment faire quand on a des pensées trop négatives? Eh bien ça c'est une question, se dire que ça va aller, se dire que quand tu as des pensées négatives, tu vas regarder le bilan de ta journée. Moi c'est ce que je fais tous les soirs, je pense que vous l'avez vu hier, je l'ai fait avec vous. Tu vas regarder si ta journée a été si négative que ça, tu vas te dire alors, est-ce que j'ai réussi à travailler? Est-ce que j'ai réussi à aller à la salle de sport si tu fais du sport? Est-ce que j'ai réussi à me faire un plaisir aujourd'hui? Voilà, et se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller mieux?
comment je vais faire face à mes pensées négatives? Moi personnellement, je vais faire un masque, je vais prendre soin de moi, je vais regarder une série qui me fait rire. Ça peut dépendre de plein de choses. Vraiment, ça dépend de ton cas, ça dépend de ce que tu aimes faire. Mais dis-toi qu'on est tous pareils et qu'on a tous et toutes des pensées négatives. Et que dans ce cas-là, il faut vraiment ne pas trop les laisser t'envahir. Tu peux t'interroger. Qu'est-ce qui m'a énervé aujourd'hui? Pourquoi j'ai ces pensées-là? T'interroger, c'est très important. Te demander comment tu vas aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ta journée soit plus belle finalement maintenant. Comment gérer la peur d'une douleur? Alors ça c'est effectivement le problème de ma vie. Je pense que vous le savez, moi j'ai peur de la douleur de l'infection urinaire et la peur de la douleur des diarrhées. Voilà, j'ai développé ces peurs-là évidemment suite à beaucoup de souffrances, vu que j'en ai eu beaucoup, que ce soit les infections urinaires ou les diarrhées, je pense que vous êtes au courant. Eh bien sache que la meilleure des astuces c'est de se dire que tout va bien et que nous ne sommes pas dysfonctionnels. Si tu as une douleur, eh bien tu vas aller voir ton médecin et malheureusement il n'y a que ça à faire et il ne faut pas trop anticiper ces douleurs. Si tu n'en as pas, profites-en. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux te donner à ce niveau-là, c'est de profiter des instants où tu te sens bien et de se dire que ça va continuer comme ça. Je sais que c'est très facile à dire. Puisque c'est le problème de ma vie, tous les jours j'ai peur en me réveillant d'avoir une infection urinaire, tous les jours j'ai peur d'avoir la diarrhée, d'avoir mal au ventre, etc. Et aujourd'hui est une journée où tout va bien. Ça arrive aussi. J'angoisse sur mon avenir, comment faire? Alors sachez que j'ai angoissé toute ma vie sur mon avenir, tout simplement parce que les professeurs à l'école me disaient que j'étais nulle et que de toute façon j'étais bonne qu'à me trouver un mari pour subvenir à mes besoins. Je pense que je vous ai prouvé le contraire et que je leur ai prouvé le contraire. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de recroiser ces profs à Tours et de leur dire un petit peu ce que je fais maintenant et de cracher sur eux à ma guise sur les réseaux sociaux. Le destin joue beaucoup. Sache que, alors moi c'est mes croyances, mais le destin fait partie de mes croyances. Et vraiment tout arrive pour une bonne raison et ton avenir ne sera jamais droit. Ton chemin avant d'arriver à ce que tu feras ne sera jamais un chemin sans obstacle. Je te parle aujourd'hui des miens si tu veux pour te rassurer. Je me suis quand même coltinée des années de droit pour finalement pas grand chose puisque je ne suis absolument pas dans ce domaine et que je n'ai jamais exercé dans ce domaine. C'est quand même assez paradoxal, hein, voilà. Et quand j'ai arrêté mes études de droit, je me suis franchement dit mince alors qu'est-ce que je vais faire de ma vie après toutes ces années d'études et ces diplômes. C'était une calamité et finalement tu vois avec le temps, la réflexion, j'ai réussi à rebondir et je me suis lancée dans la communication, chose que j'adore et maintenant et bien maintenant je suis là. Et en fait c'est le destin qui m'a menée vers vous, c'est le destin qui m'a menée vers cette prise de parole sur les réseaux sociaux et je pense qu'il faut faire ton chemin sans trop te préoccuper de l'avenir parce que de toute façon ton avenir sera bien différent de ce que tu penses aujourd'hui et tout arrive pour une bonne raison, crois-moi. Et un bel exemple que j'ai c'est mes parents, à ce niveau-là leur avenir a été tellement incertain et finalement ils ont réussi tous les deux d'une manière absolument dingue. Mais c'est facile à dire, hein, je suis pas le bon exemple là-dessus. Mais sache que tout arrive pour une bonne raison dans la vie et je pense être l'exemple en la matière que tout arrive pour des bonnes raisons et qu'aujourd'hui je suis là devant vous pour vous parler d'anxiété. Je ne pensais jamais en parler un jour sur les réseaux sociaux et encore moins sur YouTube. Voilà, crois-moi bien. Penses-tu que l'anxiété a une cause? Je ne trouve pas la mienne. Donc elle parle de sa cause d'anxiété. Moi je pense que chaque anxiété a sa cause, chaque personne a une cause d'anxiété. En tout cas c'est pas moi qui le dis, c'est ma psy. Moi j'ai trouvé la cause voilà, de mon anxiété. Moi c'est parce que je suis trop exigeante avec moi-même. Je ne laisse pas mon corps prendre le contrôle. Je veux contrôler mon corps, je veux contrôler mon travail, je veux contrôler ma vie entière, je veux tout gérer, tout contrôler. Moi mon problème c'est le lâcher prise et c'est mon combat actuel avec ma psy. Donc je pense que avant tout il faut identifier la cause et l'accepter et c'est là que tu pourras réussir à calmer ton anxiété, identifier les situations qui te rendent anxieuse également, si ça peut être tout et n'importe quoi, hein, sache-le. Moi mon anxiété vient de la foule, elle peut venir aussi des infections urinaires, des problèmes de ventre. Voilà, sache que tout le monde a une cause et si tu ne trouves pas ta cause, et tu peux t'aider avec une psy ou un psy pour la trouver. Sache qu'au début je ne connaissais pas ma cause et que maintenant je l'ai trouvée.
Voilà, après je sais pas si je sais pas si j'ai raison sur ce que je te dis là. Peut-être que s'il y a des professionnels de santé dans les commentaires, peut-être que vous pourrez nous dire si tout le monde trouve sa cause à l'anxiété, mais en tout cas ma psy m'a bien dit qu'on avait tous une cause, même si elle était très enfouie et très lointaine, on en a tous et toutes une qui se cache bien dans notre esprit. J'ai peur d'être en burn-out, peux-tu nous expliquer les prémices que tu as vécues? Alors déjà bon courage, il faut bien le savoir, parce que commencer un burn-out c'est pas franchement la chose la plus aisée sur Terre. J'assimile ça beaucoup, il y a beaucoup de symptômes qui se rapprochent à la dépression, sauf que là les symptômes sont plus axés sur le monde du travail, forcément c'est sur le travail, le burn-out. On parle de surmenage, on parle de ne pas savoir s'arrêter, etc., de travailler, une pression sur les épaules, ça peut venir, sachez que le burn-out peut venir d'une pression de vos boss, ça peut venir d'une pression que vous vous mettez à vous-même également dans vos performances au travail, etc. Mes symptômes ont commencé avec en fait des crises d'angoisse avant d'aller au bureau, je ne pouvais pas m'y rendre, c'était devenu mission impossible. Et plus les jours passaient, plus je n'arrivais plus à aller au travail. J'étais en arrêt maladie sur arrêt maladie, c'était vraiment très gênant pour mon travail et pour mon boss. Et mon boss a été un boss très sympathique, vraiment, qui m'a laissé finir mon contrat en total télétravail et en autonomie et d'aménager mon emploi du temps comme je le voulais, et je le remercierai jamais assez de ça parce que ça m'a évité le burn-out. Et surtout j'ai lâché prise sur ce travail-là en me disant que je faisais de mon mieux et que dans tous les cas c'était pas de ma faute si les chiffres ne suivaient pas toujours. Voilà. Et moi j'avais beaucoup de troubles digestifs, mon mal de ventre aussi était accru quand je devais me rendre au bureau. Admettons le dimanche tout allait bien et le lundi matin c'était la catastrophe. Donc voilà, ça peut aussi expliquer certains troubles digestifs parce que le ventre nous dit tout. Ça c'est encore une fois une croyance, on n'y croit pas, vous faites ce que vous voulez avec ces informations là. Je vous parle de mon vécu, encore une fois un disclaimer. Comme autre symptôme, il y a des personnes qui ont pas mal de vomissements, ça va être aussi une grande fatigue, cette sensation d'être toujours fatigué, d'être épuisé. Et sache que si tu veux faire le test, il y a un test en ligne qui est très complet. Tu tapes test burn-out sur internet, c'est le premier lien qui va s'afficher. Et tu pourras faire le test pour voir si tu devrais peut-être consulter ton médecin généraliste pour ensuite lui en parler. Écoute-toi, écoute ton corps, qu'est-ce qu'il te dit, quels sont tes mots, est-ce que tu as vu une différence sur des maux de tête, sur de la fatigue, sur une pression, est-ce que tu es tout le temps comme ça? Il faut apprendre aussi à relâcher ses épaules, tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal de signes comme ça, et puis une grande irritabilité quand on te parle du travail. Voilà, c'est à peu près ça. Peut-être que j'en oublie, si jamais d'autres ont eu d'autres symptômes, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. En tout cas, ça nous facilite la vie hein, quand vous mettez des commentaires, sachez-le. C'est bien d'avoir des retours de personnes qui l'ont vécu. Donc surtout n'hésitez pas, et je te souhaite beaucoup de courage, et n'hésite pas à faire le test en ligne, ça pourra vraiment t'aider à y voir plus clair. L'anxiété peut aussi créer des troubles de la digestion. Comment réparer les deux? Eh bien je suis en plein dedans. Hein, je vais pas te mentir, je suis en plein dedans, ne t'inquiète pas. Pour l'instant, mon seul remède pour moi, pour passer des bonnes journées, c'est l'anxiolytique. Voilà, ce matin, je me suis pas privée, je me suis dit, allez, aujourd'hui, j'ai pas envie de vivre la même journée que hier. Donc, en me réveillant, j'ai pris l'anxiolytique, et comme par hasard, je n'ai pas mal au ventre aujourd'hui. Je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise, c'est tout le travail qu'il y a à faire derrière. Mais je ne sais pas encore comment réparer les deux, donc malheureusement je ne peux pas t'aider. Je pense que le mieux c'est d'aller voir quelqu'un, un spécialiste, et de lui expliquer toute ta vie et toutes tes angoisses, et d'identifier ce qui t'angoisse le plus pour apprendre à mieux gérer tout ça et à mieux vivre avec tout ça. Mais malheureusement je n'ai pas de réponse à t'apporter parce que je suis en train de le vivre, et j'espère un jour pouvoir vous parler de mes solutions que j'aurai trouvées avec le temps. J'ai peur de finir seule depuis ma dernière rupture il y a presque 1 an, t'inquiète pas, on est de la même team. Moi ça fait 2 ans que je suis célibataire et que je ne parle à personne. Sauf là récemment je parle avec quelqu'un depuis 2 jours et ça fait bizarre clairement. Mais sache que tu n'es pas seule dans cette situation là, et que beaucoup de personnes ont peur de ne pas retrouver l'amour après une rupture. C'est quelque chose de totalement normal et de naturel, surtout quand on n'a pas encore fait le deuil de la personne. Parce que oui, moi je parle de deuil amoureux parce que une rupture c'est aussi ça, c'est faire le deuil de nos souvenirs, de notre passé avec cette personne, et accepter de vivre sans cette personne désormais. Et moi je l'ai fait, je me suis écoutée, ça a été une calamité à vivre, et maintenant j'accepte juste ma condition. Et effectivement moi aussi j'ai peur de ne pas rencontrer quelqu'un, ne t'inquiète pas.
Ne sois pas inquiète, ça nous arrive à tous et à toutes et on a tous eu des moments de doute sur cela et moi en ce moment je suis en plein dedans. Donc tu vois, si ça peut t'aider à relativiser, de voir que d'autres personnes sont comme toi. En général on aime bien voir que les gens sont comme nous. Donc tu peux regarder mes vidéos où je me plains d'être seule, t'inquiète pas, on est tous dans le même bateau. Et moi je suis persuadée que tu ne finiras pas seule, c'est sûr et certain. Comment se faire comprendre par ses proches quand on veut leur dire qu'on souffre d'anxiété? Leur dire tout simplement. Prendre le temps et vous leur dites, là, ça ne va pas, ok? Leur faire comprendre, c'est aussi un sacrifice, c'est prendre les choses en main et leur dire, écoutez, je ne peux pas, je ne suis pas disponible émotionnellement, je ne suis pas capable. Problème, j'aimerais maintenant qu'on en parle quand j'en ai envie, ou si j'ai pas envie d'en parler, je n'en parlerai pas avec vous, et voilà, et leur dire les choses calmement. Et si jamais la conversation n'est pas calme, eh bien tant pis pour eux. Je sais que c'est horrible à dire, mais des gens qui sont proches de toi doivent te comprendre à ce niveau-là. C'est vraiment important de s'entourer de personnes qui nous comprennent. Et si tu me demandes ça, je suppose que tu as peur de le dire à tes proches. Sache qu'on est ensemble et que n'aie pas honte de le dire à tes proches, ça arrive à tout le monde. Je suis certaine que tout le monde, au fond, souffre d'anxiété, que c'est quelque chose qui est extrêmement commun. C'est pas pour rien qu'on en parle énormément sur les réseaux, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup de prévention qui se met en place tout doucement, etc. La santé mentale devient quelque chose de très important et c'est génial. Donc n'hésite pas à le dire et à prendre le temps. Tu leur dis, écoutez, là je dois vous parler. Allez, et tu te lances. Et tu y vas à cœur ouvert. Et je sais que ma réponse est peut-être difficile aussi à entendre et je m'excuse. Mais sache que il faut s'entourer de personnes bienveillantes. C'est vraiment la plus belle des réponses que je peux te donner. Voilà. Comment rééquilibrer ses émotions et les remettre en place? Je n'ai pas de réponse à cela pour l'instant. Je travaille encore là-dessus. Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à tout, mais malheureusement, je suis dans un gros travail également. Donc forcément, cette question-là, c'est le travail de ma vie en ce moment. Voilà. Ne pas se laisser envahir, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut guérir de l'anxiété sociale? Écoute, je pense que oui, avec du travail sur soi forcément, un accompagnement pour toi, j'en suis sûre que oui. Moi personnellement, je fais beaucoup d'anxiété sociale, ça dépend des jours, ça dépend des moments, ça dépend de mes humeurs. J'ai réussi à vaincre ça quand même de temps en temps. Là en ce moment, je suis sur de l'anxiété sociale sur les hommes, j'arrive pas trop à dater, etc. Là, je parle avec quelqu'un, mais si un jour il me propose un date, je vais paniquer, ne t'inquiète pas. Je pense que sincèrement qu'on peut en guérir, parce qu'avant, moi personnellement, je n'étais pas comme ça, tu vois. Et je pense que tout se fait avec le temps et avec un spécialiste qui nous aide. Je sais que je vous parle beaucoup de spécialistes, mais sachez que c'est ma seule solution que je peux vous donner aujourd'hui. C'est mon ressenti et voilà. Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde me juge? Alors ça, je te comprends à 1000%. Étant une ancienne enfant harcelée, forcément, j'ai gardé ça aussi. Et en étant sur les réseaux sociaux, j'ai gardé ça aussi. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi il faudrait que tu te demandes pourquoi tu penses ça de toi. Pourquoi tu penses que les gens te jugent. Et si je peux te donner un conseil, c'est vraiment d'éviter de trop porter d'importance au regard des gens sur toi. Je l'ai fait pendant des années, hein, à apporter trop d'importance à cela. Et sache que ça m'a plus bouffé qu'autre chose parce qu'on ne peut pas contrôler le jugement qu'ont les gens sur toi. Donc j'ai envie de te dire, fais ta vie. Et si tu as besoin d'identifier le pourquoi tu penses ça de toi, n'hésite surtout pas à faire une introspection sur toi et à te poser les bonnes questions, à te demander alors qu'est-ce que j'ai vécu pour être comme ça, quel traumatisme pourrait être en lien avec cette pensée que j'ai sur moi. Voilà, ça c'est très important de se poser toujours les questions sur soi et vraiment de s'interroger au plus profond de soi, même si ça demande beaucoup de difficultés et beaucoup de prise en main de sa personne. Sache qu'on y arrive et que tu pourras identifier pourquoi tu es comme ça, et quand tu as identifié le pourquoi du comment, et bien généralement tu t'en sortiras après avec du travail effectivement sur toi, mais je suis certaine qu'un jour tu ne penseras plus à toi, c'est sûr. Est-ce que quand on vit seul, ce n'est pas un petit peu dur d'échapper à ces pensées déprimantes? Eh bien si. Moi j'aime, donc là ça me concerne un petit peu plus, moi j'aime vivre seule, j'adore ça, parce que j'ai ma liberté effectivement, ma liberté. Qui est plus importante que tout le reste dans la vie. Ma liberté fait partie de moi et ma solitude également. Mais ces pensées déprimantes,
oui, peuvent revenir, peuvent s'accroître quand on vit seul, quand on n'est pas forcément en compagnie d'autres personnes, etc. Je pense pas qu'il faille lutter trop, il vaut mieux extérioriser, pleurer un bon coup, et en général quand tu as fini de pleurer, je trouve que tu te calmes un peu plus. Donc voilà, mon conseil c'est tu as le droit d'avoir des pensées déprimantes, ça arrive à tout le monde. Et dans ce cas-là, n'hésite pas à téléphoner à quelqu'un que tu aimes et quelqu'un de bienveillant pour lui parler de tout ça. Et si tu n'as pas envie d'en parler, eh bien pleurer. Et je sais que c'est difficile à faire, hein. Forcément je suis la première à avoir beaucoup de pensées déprimantes, hein, et surtout que je suis seule et que... Alors oui, j'ai Michael, mais moi personnellement parfois je parle avec Michael, voilà, je sais pas si c'est un animal de compagnie, mais parfois je lui parle, voilà, ça me fait beaucoup de bien, et je lui demande ce qu'il en pense, il me répond par miaou, voilà. C'est tout. Comment faire pour arrêter les antidépresseurs? Alors, je ne suis personne pour te donner des conseils sur l'arrêt des antidépresseurs. Il faut en parler avec son psy, il faut en parler avec son médecin généraliste également, aux personnes qui te suivent en fait tout simplement, et voir avec eux si après quelques examens et des interrogatoires tu t'en sens capable. Mais sache que cette décision ne peut pas me concerner, elle ne concerne que toi, et sache que ce n'est pas grave d'en avoir besoin, parce que je vois qu'à mon avis, avec cette question, t'aimerais les arrêter. Et pour l'arrêt de ces antidépresseurs, il faut que tu en parles absolument avec les personnes qui t'ont prescrit ces antidépresseurs, parce que moi je ne suis personne pour te dire comment arrêter, vraiment. Et je te le dis avec le cœur, je ne peux pas te dire de les arrêter ou te dire de les continuer, ce n'est pas mon rôle. Le rôle c'est celui des professionnels qui t'entourent, mais ce n'est pas le mien, et j'espère que tu ne seras pas déçu de ma réponse, mais il faut que tu en parles aux personnes qui te les ont prescrites, c'est vraiment le plus important. Nous passons à la dernière partie, mes conseils généraux pour vous. Eh bien, donc c'est des questions que vous m'avez posées et qui englobent pas mal de choses. Donc, as-tu des tips quand une crise d'angoisse arrive? Eh bien, personnellement, s'allonger, voilà, s'allonger et commencer les exercices de respiration. Vous en avez beaucoup sur internet et je vous en ai déjà montré. N'hésitez pas à le faire, ça calme, vraiment, ça peut calmer. Et si ça ne suffit pas, eh bien téléphonez à son ou à sa psy, comme j'ai pu le faire hier. Et voilà, je n'ai pas énormément de tips malheureusement là-dessus, parce que moi aussi je suis en plein apprentissage pour ça, mais se mettre dans une situation dans laquelle tu te sens bien, rester dans un environnement qui te plaît, et surtout ouais, s'allonger, je trouve que c'est le meilleur tips. Et puis bah, malheureusement, si la crise est là, elle est là et il faut l'affronter. Je sais que c'est dur à dire et à faire, mais moi aussi je cherche encore mes tips, mais dès que j'en aurai, je vous assure que je vous les partagerai. As-tu réussi à limiter tes crises d'angoisse? Écoute, oui, elles s'espacent avec le temps, grâce à ma thérapie, hein, j'en suis certaine. Grâce à la thérapie et aussi à aménager mon emploi du temps pour qu'il y ait le moins de stress possible. Donc je dirais que comment j'ai fait pour les limiter? Eh bien ma thérapie, parler avec ma psy ouvertement, ne pas cacher mes pensées, donner toutes mes pensées, et c'est elle qui me donne bah voilà, les clés pour m'en sortir, forcément. Pour l'instant c'est comme ça que je fonctionne, voilà. Alors quels sont tes moments de détente pour te vider la tête? Alors, rester avec mon chat. Jouer avec mon chat, jouer avec Michael, etc. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. J'aurais tendance à vous dire récemment que faire du shopping ça m'aide, mais on n'a pas tous les moyens de faire du shopping tous les jours quand ça va pas. Donc voir ses amis, c'est vraiment la chose la plus importante. Téléphoner à ses parents également si jamais tu as des parents qui sont à l'écoute et qui sont présents pour toi. Si ce n'est pas le cas, bah, des amis, hein. Sachez qu'on ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis, ça c'est super important de l'avoir en tête. Donc téléphoner à ses amis, prendre des verres avec eux, sortir, aller au cinéma. Moi j'adore aller au cinéma. L'art aussi, les expositions, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que je vous en parle jamais, mais j'adore aller faire des expositions à Paris. Et sinon, généralement, commander à manger, c'est vrai, ou me faire vraiment le plat que je préfère. Et puis me détendre, me démaquiller, clairement, me mettre en pyjama. Voilà, écrire. Je vous le dis tout le temps, mais écrire c'est vraiment la meilleure des thérapies. Tenir un journal, je le fais depuis que j'ai appris à écrire. C'est la chose qui me sauve, et aujourd'hui mon journal c'est un petit peu vous, mais j'en ai quand même un. Avec des pensées un peu plus négatives, avec des pensées qui parfois ne sont pas sur mes réseaux sociaux, ça arrive, hein. Mais écrire.
Vraiment, je vous l'assure, écrire à fond et ça marche très très bien. C'est ma grand-mère qui disait ça. Ouais. Comment aller mieux? Éternelle question. Comment aller mieux? Eh bien, faire ce qu'on aime, ne pas se forcer, dire non. Dire non, c'est très important, ça aide beaucoup de choses. Eh bien, apprenez à le dire, je le fais au quotidien et sachez que ça aide. Faire ce qu'on aime, ne pas se forcer. C'est important de ne pas se forcer. Sinon, votre corps, il vous dit « Hé, t'as fait quoi là ?» C'est souvent comme ça. Revenez. Et la question, qui n'était pas une question, mais qui revenait le plus, merci d'être là. C'était ce qui revenait le plus sous cette FAQ, c'était je n'ai pas de questions, mais merci d'être toi, merci d'être là, merci de te livrer à nous sur les réseaux. Sachez que c'est un grand plaisir, sachez que ça fait partie de ma thérapie également. Vous m'aidez au quotidien à me sentir mieux, vous me donnez beaucoup de conseils également que j'essaye au quotidien. Et vous êtes contents quand j'applique vos conseils. Et sachez que c'est un véritable bonheur d'être avec vous. Vous me dites aussi que je suis très vraie et que ça fait du bien d'avoir ça sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ça me fait du bien de lire ça. Je ne pensais jamais que mon contenu pourrait plaire parce que c'est un contenu qui est effectivement très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. N'oubliez jamais que les réseaux ne sont pas la réalité. N'idéalisez jamais une personne ou une situation ou une vie. Nous avons tous nos problèmes, sachez-le. Même les personnes qui vont pas vouloir le dire, c'est normal. Chacun sa liberté, chacun sa manière de fonctionner également. Il n'y a pas de jugement. Merci à vous surtout de comprendre ce que je fais. Merci d'aimer, merci d'être là tous les jours avec moi. Et j'en profiterai pour terminer cette FAQ en vous disant merci et du fond du cœur et sincèrement. Et surtout prenez soin de vous, écoutez-vous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être longue à mon avis et j'attaque le montage dès maintenant pour vous la sortir ce soir. On est vendredi, j'espère qu'elle sortira bien aujourd'hui. Je me donne ce défi personnel et je vous embrasse et j'ai hâte de vous lire. Ne minimisez pas vos problèmes.